En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les pays libéraux, ils contrebalancent une inscription libérale malgré tout plus marquée pour les autres piliers. La protection sociale est quand même plus libérale, même si elle existe dans les pays dits libéraux. Pareil pour le droit du travail, même chose à certains égards pour les services publics. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ils contrebalancent cette inscription libérale par un interventionnisme en fait plus marqué en matière de politique économique. Voilà. Si vous voulez, on peut prendre une image. Aux États-Unis, au cœur du contrat social, il y a l'idée que le job du gouvernement, c'est d'assurer le plein emploi par des politiques économiques. Et quand il n'y arrive pas, qu'est-ce que fait d'ailleurs le gouvernement? C'est très intéressant ça. Il faut savoir que aux États-Unis, ça a été le cas avec la crise de 2008, mais ça avait été le cas avant, alors ça a été démultiplié dans son ampleur par la crise de 2008. Aux États-Unis, traditionnellement, la durée d'indemnisation à l'assurance chômage, c'est 26 semaines. D'accord? 6 mois, pas plus. Eh bien, suite à la crise de 2008, en fait, le gouvernement fédéral a prolongé la durée de cette allocation d'assurance chômage à 99 semaines, c'est-à-dire 2 ans. 2 fois plus qu'en Allemagne, puisque l'Allemagne, elle avait baissé sa durée d'indemnisation au milieu des années 2000. On a des situations assez paradoxales, hein, où on voit que les États-Unis, y compris en matière d'assurance chômage, sont finalement plus généreux, ont été plus généreux dans le feu de la crise par rapport à des pays qu'on qualifie traditionnellement de plus keynésiens. C'est intéressant, ces petits paradoxes. Alors l'état social en fait existe dans tous les pays du monde. C'est une autre limite de la typologie des Spiegelndersen, c'est qu'elle laisse entendre qu'il y a des pays où l'état social est résiduel. Alors bien entendu ça donne à voir quelque chose, hein, cette typologie, si elle a été reprise y compris depuis 1990 dans quasiment tous les travaux de comparaison internationale, c'est qu'elle met le doigt sur quelque chose bien entendu de tout à fait sensé, c'est qu'elle nous dit quelque chose de tout à fait sensé. Mais malgré tout, je pense qu'il ne faut pas surcharger de sens la qualification de libéral que l'on utilise pour qualifier certains pays. C'est vrai que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, etc., à certains égards, ont une régulation plus libérale, toute une question relative, par rapport à d'autres pays. Mais attention à ne pas laisser entendre en se faisant qu'il n'y a pas d'État social dans ces pays. Les 4 piliers de l'État social existent dans tous les pays du monde, y compris d'ailleurs dans les pays les moins développés. Sauf là où il n'y a plus d'État, mais c'est une catastrophe, donc c'est un autre souci. Quelques illustrations. Le pays au monde qui a le système de santé le plus socialisé, c'est le pays au monde développé, c'est pas la France, c'est le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, la médecine de ville, la médecine ambulatoire, c'est public. Comme vous allez voir, votre médecin généraliste, c'est de l'emploi public. C'est pas une profession libérale. C'est pour ça d'ailleurs que la part de l'emploi public au Royaume-Uni est assez importante. Par contre, le système de retraite au Royaume-Uni est assez libéral, est typiquement libéral, c'est-à-dire qu'il y a une retraite forfaitaire très très basse, et donc pour avoir une retraite à peu près correcte, il faut recourir à des fonds par capitalisation. Aux États-Unis, contrairement à l'image qu'on en a, la retraite publique est très 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 importante. D'ailleurs, tous les Américains la connaissent, tous les Américains en bénéficient. C'est ce qu'ils appellent la Social Security. En fait, ça existe depuis le New Deal, des années 30. Tous les Américains ont leur carte de Social Security. En fait, c'est une retraite publique qui est payée qui est financée par cotisation, moitié cotisation employeur, moitié cotisation salarié. C'est quelque part plus simple qu'en France, hein, plus unifié, plus socialisé qu'en France. Il y a une caisse unique. Contrairement à France, on a plein de régimes encore professionnels. Bon. Le niveau de remplacement, le taux de remplacement délivré par la retraite publique américaine est loin d'être négligeable. Dans les travaux de comparaison internationale qui portent que sur les retraites, les États-Unis ne sont pas classés dans les pays libéraux. Parce que le taux de remplacement, ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est le montant de la retraite par rapport à votre dernier revenu, à votre dernier salaire, eh bien, le niveau de remplacement est bien entendu plus faible que la France. Mais nous, on est les champions du monde en la matière, donc, on est incomparable, quelque part. On a fait le choix social, on est le seul pays au monde où il y a si peu de pauvreté chez les retraités, on a fait le choix social de donner un niveau de vie extrêmement, assez correct pour nos retraités. Aux États-Unis, le taux de remplacement est loin d'être négligeable. Il n'est pas très éloigné de celui de l'Allemagne, qui est délivré en Allemagne. Alors vous allez me dire, mais il y a quand même des fonds de pension aux États-Unis. Oui, tout à fait. Les fonds de pension, ça joue le rôle de complémentaire. En fait. Mais il faut savoir que 80% des retraités américains vivent majoritairement avec leur retraite publique. Le taux de scolarisation dans le public
aux États-Unis est supérieure à la moyenne de l'OCDE pour le primaire et le secondaire, c'est-à-dire les gros effectifs. La France est en dessous puisqu'on a l'enseignement privé sous contrat. Dans l'enseignement supérieur, les États-Unis passent légèrement en dessous de la moyenne de l'OCDE. Enfin, la majorité des étudiants américains sont dans le public. En fait, quand on pense à l'enseignement supérieur aux États-Unis, on pense tout de suite aux très grandes facs privées prestigieuses, Harvard, le MIT, Stanford, qui sont d'ailleurs des fondations, ce ne sont pas des universités capitalistes, c'est à but non lucratif. Bon, même si c'est le capital en fait qui donne, qui est membre bienfaiteur, qui est donateur. Mais enfin, la majorité des étudiants sont dans le public. Alors, sur les deux autres piliers, les pays libéraux, la situation des pays libéraux sur les deux autres piliers, en matière de droit du travail, il y a du droit du travail malgré tout aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais même s'il est beaucoup plus faible, il y a un salaire minimum, par exemple, aux États-Unis. L'un des débats récurrents aux États-Unis, c'est est-ce qu'il faut augmenter ou pas le salaire minimum. Bon, ceci étant dit, le droit du travail est plus faible, mais c'est compensé par le fait que le droit à la négociation collective est souvent beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis que ce qui peut exister en France. La différence fondamentale, ceci étant dit, de mon point de vue, qui caractérise les pays dits libéraux ces 30 dernières années, ça fait quand même pas mal d'années, par rapport aux pays européens, dont la France, c'est sur le volet politique économique. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que paradoxalement, depuis le milieu des années 80, les pays dits libéraux, les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, les États-Unis en tête, mais aussi le Royaume-Uni, paradoxalement, sont plus keynésiens que les pays européens, la France, l'Allemagne, l'Europe en fait, la zone euro en particulier. C'est-à-dire depuis le milieu des années 80, en fait, les États-Unis n'ont jamais cessé de mener des politiques de relance quand ils jugeaient qu'ils en avaient besoin. Politique de relance monétaire ou politique de relance budgétaire. Et ce qu'on a vu avant la crise de 2008 a été conforté par la crise de 2008 et sa suite. En 2008, les États-Unis, à l'instar du Japon, de la Chine, du Royaume-Uni, ont mené des politiques de relance colossales. Ils n'ont pas hésité à creuser leur déficit public jusqu'à plus de 12% de leur PIB. On est loin de la règle des 3%. Et ça a été le cas, et c'est ce qui est le cas en matière budgétaire et en matière monétaire. Les États-Unis, la Fed a mené des politiques de relance monétaire extrêmement importantes, politique non conventionnelle, quantitative easing, etc.